Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir écouter nos deux PT. Je vais commencer comme d'habitude par une petite séquence très rapide de présentation d'Unitech. Rappelez-vous, les signaux sont présentés par Unitech. C'est suite à une année de travail de l'équipe Veille. Et voilà. Et cet après-midi, on a eu les Startup Day qui ont permis en fait à tout l'écosystème bordelais de rencontrer 82 startups que nous accompagnons. Donc ça me permet de faire la transition facilement sur ce qu'est Unitech. Donc Unitech est une association loi 1901. Nous existons depuis 33 ans et notre métier principal, c'est d'accompagner des projets innovants, innovation technologique ou innovation d'usage, et donc d'accompagner des entrepreneurs à construire leur future entreprise. Donc depuis maintenant 33 ans, nous avons accompagné plus de 650 entreprises. Donc vous voyez derrière moi s'afficher en fait les trois grandes thématiques, ce qu'on appelle sciences de l'ingénieur, robotique, chimie, matériaux, laser, usine du futur, toute l'optique photonique. On sait que Bordeaux est une grande place forte de l'optique et de la photonique. Et puis toute la stratégie de développement de l'énergie, des services autour de l'énergie. Deuxième verticale, c'est ce qu'on appelle les sciences de la vie, la santé. Donc on va retrouver des biotech, des medtech, on va retrouver tout ce qui est vitivinicole, évidemment très fort à Bordeaux. Et on va parler aussi d'agrotech, de foodtech. Et enfin, une ligne d'activité non des moindres, mais bon, c'est la plus jeune, c'est le numérique. Donc, et là aussi, on accompagne de nombreux projets autour de thématiques digital tech, fintech, etc. Donc si vous étiez là cet après-midi, vous avez pu voir un certain nombre de projets qui sont dans leur première, deuxième ou troisième année d'accompagnement à Unitech. Et donc voilà, donc cet accompagnement, ça consiste en quoi? Ça consiste à développer la stratégie de l'entreprise et de travailler 6 thématiques. La formation de l'entrepreneur, son business model, ses business plans, son marché, le financement, qui est évidemment quelque chose de très important pour le développement de l'entreprise. On va travailler aussi tout ce qui va être la réglementation, la propriété intellectuelle. Et puis on propose de l'hébergement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le métier central d'Unitech. Et on propose autour de ça un certain nombre de services, dont la veille, dont vous allez profiter ce soir. Donc, à quoi ça sert d'accompagner des startups? Ça permet de solidifier les bases sur lesquelles elles se construisent, de manière à casser un peu le mythe 90% des startups meurent. C'est totalement faux. Une entreprise bien accompagnée, avec une équipe professionnelle comme celle d'Unitech, on a des taux de pérennité de 86% à 5 ans. Et si on regarde toutes les entreprises qu'on a accompagnées depuis 33 ans, depuis 1990, on a encore 70% des entreprises qui sont debout. C'est-à-dire que c'est meilleur que le taux de l'INSEE à 5 ans des entreprises françaises. Et nous, on regarde à 33 ans. Donc voilà, d'où l'importance de soutenir les startups et de leur apporter des services. Voilà, cette méthode d'accompagnement, elle est publiée. Vous pouvez retrouver sur notre site notre guide d'accompagnement des entreprises innovantes. Voilà, c'est un livre qui est en Creative Commons, donc il est en open source. Vous pouvez le télécharger et le lire. Et tout ça ne serait pas possible sans le soutien d'un certain nombre de financeurs. Donc, je vais citer les 3 principaux, la région Nouvelle-Aquitaine, le FEDER, donc l'Europe, et Bordeaux Métropole. Mais aussi, on a des partenaires sponsors. Et puis, autour d'Unitech, nous fédérons près de 90 partenaires, donc un certain nombre dans cette salle, qui permettent d'apporter des solutions, des services ou du financement aux projets innovants que nous accompagnons. Voilà. Une petite présentation rapide. Je finirai par un peu de réclame. Comme vous le savez, on a une salle qui est allouée, qui s'appelle Le Jardin. Donc, c'est une salle de conférence qui peut contenir jusqu'à 60 personnes. Donc voilà, je rappelle que cette salle se trouve à la Cité Numérique et que vous pouvez nous contacter pour en bénéficier. Voilà, c'était une introduction très rapide. Je vais laisser la place maintenant à nos deux PT et lancer les signaux. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être présents à cette 15e édition des Signaux. Sans Bertin et Gilliard cette année. Enfin débarrassés. Nous sommes 2 intelligences artificielles et nous avons écrit la conférence et généré nos vidéos.
Commençons donc. Alors, pour commencer, bon, c'était une petite blagounette, hein, évidemment. Le grand remplacement n'a pas encore lieu. Cette année encore, on va vous présenter ça avec Alexandre Bertin. Et quand on a commencé à réfléchir au début de l'année sur qu'est-ce qu'on allait vous raconter cette année, on s'était dit, la dernière fois qu'on s'est vu dans cette salle même, c'était il y a à peu près 9 mois. Et bon, on s'est dit que si en 9 mois, il y avait quelque chose de nouveau, ça se serait. Il faut plus de temps pour faire de la nouveauté. Donc on s'est dit, c'est peut-être l'occasion de revenir sur 10 années de présentation des signaux, 10 années d'innovation, et puis de regarder qu'est-ce qui se disait il y a 10 ans, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui sur ces mêmes innovations, et de regarder qu'est-ce qui va se faire dans le futur sur ces sujets. Donc l'idée, ça a été voilà, un petit retour dans le futur avec Doc Bertin, ici représenté à l'écran. Alors pour ça, on a tout simplement regardé les replays des signaux, les vidéos, et puis on a regardé quelles étaient les audiences les plus fortes, sur quelle partie et sur quel slide qu'on avait présenté depuis une dizaine d'années. Donc c'est ce qu'on va parcourir un petit peu. Alors avant de commencer, il y a 10 ans, toujours avec mon même complice Alexandre, on finissait une grosse dizaine d'années de diagnostic de l'Aquitaine numérique, qui était une enquête sur les équipements et les usages des ménages, des entreprises et différents secteurs professionnels en Aquitaine. Donc ça, c'était il y a 10 ans. Vous voyez, 26% des Aquitains étaient équipés d'un smartphone. Et puis, autre donnée de cadrage qui est assez amusante avec 10 ans de recul, c'est 7% des entreprises autorisaient le télétravail. C'était il y a à peine 10 ans. Alors, quand on regarde ces stats des vidéos, de ce qui a été le plus visionné, la première vidéo, le premier extrait, c'était celle-là. Donc c'était en 2016, Magic Leap, qui était une licorne américaine, donc une licorne, une start-up valorisée à plus d'1 milliard de dollars, qui était à peu près à 4 ans d'existence sans n'avoir jamais rien montré de sa technologie. Et à l'époque, on avait dit Magic Leap, symbole d'une bulle potentielle dans le monde des start-up. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec le recul, on voit le nombre de créations de licornes dans le temps, dans le monde, et vous voyez qu'en 2015, on était à un pic. 2016, quand on en a parlé, on était juste dans l'année de descente, mais on l'a su, on a eu les chiffres qu'en fin d'année. Et puis aujourd'hui, là, il y a les chiffres de 2021, 2022, on est sur la même ligne. Le nombre de ces licornes a baissé. Si on zoome sur la France, on est un peu sur cette même ligne, à part qu'on a les 5 ans d'écart avec le gros du panel qui sont des licornes américaines. Et vous voyez que le pic, c'est en 2021. Bon, c'est des boîtes connues, des Blablacar, des Mano, des Doctolib, etc. Si on fait un petit focus, chose intéressante, c'est que vous avez en bleu toutes les licornes, il y en a à peu près 25, je crois, à plus ou moins 2. En bleu, c'est des entreprises, des startups qui sont sur du numérique, enfin, sur des plateformes, qui sont sur du contenu, du logiciel. En rouge, c'est celles qui sont sur du matériel, OVH, de l'hébergement, ou Exotech, qui fait de la robotisation d'entrepôts pour le commerce. Et vous voyez que il y a quand même beaucoup d'un côté et beaucoup moins de l'autre. Alors c'est intéressant parce que si on met en parallèle avec ce que fait la maison Unitech, alors on n'a pas encore des licornes, donc on a des licorneaux ou des licornettes. Là, c'est un peu l'inverse. C'est plutôt les deep tech, les entreprises des sciences de la vie ou des sciences de l'ingénieur que vous a présenté Stéphane Rochon tout à l'heure. On peut penser à Amplitude, qui est une société qui a été créée en 2011. Il y a plus de 450 salariés aujourd'hui et ils sont leaders mondiaux des lasers Finto. Donc vraiment marché très ciblé, mais on peut penser à Trifrog, à Poietis, à Polychrome qui sont aussi en train de grandir. Mais sur ces derniers temps, le numérique, il y avait beaucoup plus d'entreprises, mais qui n'étaient pas forcément des grosses structures. Et depuis quelques temps, on voit quand même que le passage fatidique des 100 salariés a été passé par des Yescapa, qui a plus de 120 personnes, et l'OASO, qui a dû largement dépasser les 120, Sambot, qui grossit, qui sont sur cette même ligne. Là, j'ai pris que des exemples accompagnés par Unitech.
Si on revient à Magic Leap, les gens qui ont fait l'image de la baleine, alors eux, ils ont évolué, et puis quelques années plus tard, ils ont sorti les lunettes de réalité augmentée que vous avez ici. On en avait parlé, ça devait être en 2019, un truc comme ça. Et puis, ça n'a pas été un super succès. Et donc, on voit que un projet, ça met un certain temps à mûrir, à sortir, à trouver son marché. Et puis récemment, au mois de mai, a été annoncé un partenariat entre Meta, Facebook, et puis Magic Leap pour booster le métaverse dans lequel croit beaucoup Meta. Alors cette année, tous les ans, on vous met la courbe de la hype de chez Gartner, qui dit qu'au départ, on parle énormément d'une nouvelle techno qui sort, et puis après, ça plonge, plus personne n'en parle, et après, ça va trouver son marché, ça va prendre un peu plus de temps. Là, on peut penser qu'on est plutôt dans la remontée. Après, puisque je ne vous fais pas le dessin, le métaverse, plus personne n'en parle quasiment aujourd'hui. On change de techno. On avait parlé en 2017 de cette société UltraHaptics, qui était vraiment une toute jeune start-up et qui travaillait sur l'haptique, l'ultra-haptique. Donc, qui consistait à utiliser des ultrasons pour faire sentir physiquement des objets qui n'existent pas. Là, par exemple, vous allez sentir le potentiomètre, qui est représenté à l'écran en fil de fer, mais il n'existe pas, mais par le son, vous allez sentir sa présence. Au même moment, il y avait une autre société, Leapmotion, dont on a beaucoup parlé, qui, elle, nous promettait de nous couper du clavier et de la souris pour converser avec l'ordinateur, avec les machines. Donc ça devait être aussi une grosse rupture dans les interfaces homme-machine. Et puis finalement, UltraHaptic, la petite structure, a racheté la plus grosse, bon, pour 30 millions de dollars quand même, en 2019. Et ils sont devenus une société qui s'appelle maintenant UltraHaptic et qui, là aussi, après en avoir beaucoup parlé, plus du tout parlé, elle a trouvé son marché. C'est devenu un des leaders de toutes les technologies haptiques et avec, je peux toucher. Dans cet exemple-là, la sphère, vous ne la voyez pas, mais vous allez la sentir et ça va vous permettre de piloter des interfaces 3D, par exemple, pour faire tourner un objet en 3 dimensions. Donc là, typiquement, on est sur leurs chiffres, on est dans cette remontée. Ils ont trouvé un marché dans la réalité virtuelle, dans l'automobile, ou là, un autre projet sur du vitrocéramique, où on va être capable de toucher des boutons dans l'air qui n'existent pas, mais qu'on va sentir pour notamment éviter de se brûler. On poursuit. 2017, c'était une époque où on faisait de la veille sur CNews, on avait fait un focus sur les technologies, toujours sur l'interface homme-machine, et en particulier cerveau-ordinateur. Donc il y avait 2 projets à l'époque, Neuralink de Elon Musk, où là c'est des électrodes plantées dans le cerveau qui vont permettre de piloter la machine, et Facebook avec Building 8, qui est moins intrusif, c'était les casques EEG qui captent les ondes cérébrales et qui allaient permettre de piloter la machine. Alors ça, c'était en 2017. En 2019, le magazine IT Social, le magazine qui ne perd pas son sang-froid pour les spécialistes, nous annonçait que c'était très discret. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui l'ont annoncé, que Building 8, très tranquillement, avait mis fin à sa division matérielle, donc avec cette division sur les casques. Par contre, Neuralink a continué. Et puis, au gré du temps, ils nous ont mis des électrodes, dans des souris, puis dans des cochons, puis dans des singes. Donc, il y a quelques vidéos qui circulent. On ne sait pas forcément ce que fait le singe. Il souffle dans un flutio en fer et il fait bouger un jeu vidéo sommaire. Par contre, toujours au mois de mai, il y a beaucoup de données du mois de mai. Ça a été hyper riche en infos au mois de mai. La FDA aux États-Unis a donné son accord à Neuralink pour tester ça sur l'être humain. Sur l'homme. Alors ça permet, là il faut préciser, donc c'est des électrodes que Neuralink annonce que c'est pour des visées médicales, notamment pour par exemple soigner les tremblements dans le cas de la maladie de Parkinson,
Mais évidemment, on peut se poser la question, transhumanisme, augmentation de l'humain normal, entre guillemets, qu'est-ce que ça donnera? Et puis, ce qu'on voit aussi, toujours au mois de mai, c'est qu'un labo de recherche qui n'a rien à voir avec Neuralink, c'est des chercheurs dans des laboratoires à Lausanne et je crois à Lyon, ont réutilisé un peu ces mêmes technologies en mettant un implant dans le cerveau et dans la moelle épinière d'un paraplégique. Et grâce à cet équipement, il a pu, par la pensée, faire déplacer, retrouver l'usage de la marche en pensant j'avance un pied, j'avance le suivant. Alors tout ça pour dire que derrière les aspects médiatiques de Elon Musk, il y a des chercheurs qui travaillent sur ces technologies. Et puis inversement, beaucoup des projets d'Elon Musk sortent des labos de recherche, sont rachetés après que la grosse phase qui coûte de recherche et de développement, largement payée par le contribuable américain, ait financé cette partie recherche, et après est repris pour industrialisation par Elon Musk et ses équipes. On reste dans le domaine du médical, et en 2017, à la fin des signaux, on avait fait intervenir Fabien Guillemot, le fondateur de Poietis, donc start-up qui a été accompagnée par Unitech et accélérée par Upgrade chez nous, qui, à l'époque, Poietis fait de la peau bio-imprimée. C'est-à-dire que c'est de la peau imprimée en 4 dimensions. 3 dimensions, c'est avec des cellules de peau. Une imprimante va placer comme du plastique, mais c'est des cellules de peau. Et la 4e dimension, c'est le temps. Ça va mûrir et donner des carrés de peau, donc humaine, avec des cellules de peau humaine. À l'époque, ils travaillaient sur des tests pour les cosmétiques, depuis l'interdiction du test sur les animaux. Et ils nous disaient que leur projet, à moyen terme, ça serait de faire de la greffe de peau, notamment sur les grands brûlés. Là, on est dans un exemple de feuille de route qui s'est relativement bien passé. Il n'y a pas eu de retard notable, loin de là, puisque depuis l'année dernière et puis cette année, vous le voyez, c'est en test clinique au CHU de Marseille. Alors, sur cette bioimpression, l'année dernière également, il y a eu une première greffe d'une oreille bio-imprimée. C'est-à-dire que même principe, on imprime et puis ensuite elle va mûrir avec le temps et devenir une belle et magnifique oreille. Et puis elle va être greffée à une patiente qui est atteinte d'une maladie. Il n'y a pas longtemps, on est intervenu sur une conférence avec Fabien Guillemot pour l'Académie Prospective Nouvelles Technologies, et il a eu la gentillesse de me passer sa slide des gens avec qui il travaille. Donc vous voyez que la peau, donc là aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait réel, mais il travaille également sur ce qu'il dit être son nouveau moyen terme, voire long terme, à savoir le cartilage, la bioimpression de cartilage, qui là est déjà vraiment, qui commence à être en place, et sur du plus long terme, de la bioimpression d'organes avec le pancréas, le cœur ou le cerveau. Donc ce qui était vraiment du lointain en 2017, aujourd'hui est devenu une réalité, et puis il y a un nouvel objectif qui a été fixé. On change totalement de sujet. En 2018, on avait fait un focus sur ce que 3 ans plus tard allait être médiatisé donc sur le concept de métaverse. Et on avait expliqué que notamment un des freins principaux, et on n'irait pas dans le métaverse, tant qu'on n'aurait pas des lunettes de réalité augmentée. À l'époque, on avait présenté ces lunettes de chez Spectacles qui travaillent en partenariat avec Snapchat et qui nous vendaient ces lunettes avec, dans une branche, dans les ronds, une caméra qui filme ce qu'on voit, et puis de l'autre côté, un vidéoprojecteur qui projette par-dessus votre vue des images de synthèse pour augmenter la réalité. Donc ça, c'était la page d'accueil de Spectacles en 2018. Et en 2023, si vous y allez, là, vous avez cette page-là, et vous retrouvez ces fameuses lunettes. Donc, ils ne nous ont pas menti sur le design des lunettes, puisqu'après, ce n'est pas une caméra et un vidéoprojecteur, c'est 2 appareils photo. Ça vous envoie ça sur votre smartphone que vous mettez dans une magnifique interface en carton, et vous regardez, vous avez votre photo en 3D. Donc là, la promesse produit, elle n'est pas tout à fait tenue. Néanmoins,
si vous descendez dans la page, vous avez les nouvelles lunettes qui, elles, vont être équipées avec la caméra et le vidéo projecteur. Donc là aussi, on voit un projet, il est retardé parce que la techno n'est pas là, et puis il va avancer par itération. Il y a d'autres gens très bien à qui c'est arrivé. Google annonçait au même moment, on en avait parlé donc en 2017, que leur Apple Glasses allait sortir pour 2021. Et puis après, ils l'ont repoussé à 2022. Et fin 2022, ils ont dit que ça serait mi-2022. Et en début 2022, un des pontes de chez Apple a annoncé que ça serait 2026, voire 2027. Donc encore avec des lunettes que vous avez à l'écran. Alors entre-temps, ils se sont dit, on n'a pas les lunettes, mais on va faire un masque. Et donc ils ont sorti ce masque dont vous avez forcément tous entendu parler, donc qui est plus proche du masque immersif réalité mixte que des lunettes de réalité augmentée. Alors, on ne va pas revenir dessus parce que beaucoup de choses ont été dites, mais par contre, si on rembobine au début avec Magic Clip et sa baleine, c'est intéressant de voir comment Apple a vendu cette nouvelle manière de travailler en immersif, avec ce qu'avait prévu Magic Leap, donc en 2017-2018, avec une petite vidéo que je vous lance. Et quand on regarde, ça ressemble beaucoup, l'un ressemble beaucoup à l'autre. Ça, c'est Magic Leap en 2017-18. Voilà, un système totalement immersif dans lequel je suis plongé dans mon ordinateur ou mon téléphone et je vais pouvoir interagir. Donc, on voit que quelques années plus tard, on tourne autour de ça. Alors toutefois, des lunettes de réalité augmentée existent. On a pris celles-là parce qu'elles ont un prix attractif de 1 656 €, including VAT. Par contre, si vous les achetez, vous avez une caméra. Et puis la projection, c'est des pictos du style un soleil s'il fait beau, une enveloppe si vous avez un message. On est loin de la réalité augmentée qui peut faire rêver dans les films de science-fiction. Et puis il fallait finir avec Brico Dépôt qui a sorti une pub au moment du lancement chez Apple en disant que pour 3 490 € de moins, vous pouviez avoir un autre masque pour 10,40 € pour construire un nouveau monde, mais un vrai. Bien vu de leur part. Alors la nature ayant horreur du vide, on a trouvé des palliatifs, faute de lunettes de réalité augmentée. Une interface qu'on a à peu près tous, c'est le smartphone. Et donc, se développe le caméra shopping. Le principe en haut à gauche, vous filmez en selfie et puis vous allez pouvoir tester des lunettes qui vont être plaquées sur votre visage. À droite, vous allez filmer vos pieds. Et puis sur la dernière image ici, vous avez une version cabine d'essayage avec un grand écran qui va prendre votre image à taille 1 et vous plaquer des vêtements pour les essayer virtuellement et évidemment les acheter réellement. Autre exemple, là on est plutôt sur de la recherche à la volée, mais toujours en caméra shopping. À gauche, vous avez l'application chez Alibaba, l'application mobile. Vous filmez quelqu'un dans la rue, vous faites arrêter pour la police parce qu'on vous prend pour un gros pervers, et puis vous expliquez que finalement c'est le sac qui vous intéressait, et ça va vous permettre ensuite directement de rechercher le sac et de le trouver chez des commerçants en ligne. Donc là, on est sur de la recherche à la volée et de l'achat aussi en réel. Voilà, deux technos de caméra shopping qui sont en train de se développer en attendant d'avoir des systèmes de lunettes de réalité augmentée. On ne pouvait pas parler avec cette petite rétrospective de robotique. On en a parlé à plein de moments en 2012, en 2019. On a pris 2019 parce que l'année suivante devait se passer en 2020 la RoboCup à Bordeaux. Puis je ne sais pas pourquoi ils ont décidé d'annuler, je ne sais pas ce qui l'aura pris. L'occasion de revenir, la RoboCup, elle a été créée en 1997. Ça, c'est la vidéo de promotion de la première RoboCup en 1997 au Japon. Donc ça nous permet de voir que les génériques étaient très longs, qu'on a un peu changé le design graphique depuis.
le design de tout, et que les robots joueurs de foot, à l'époque, c'était un mix entre une cafetière et un Thermomix. Ça allait pas très très vite. Et aujourd'hui, on est plus proche de trucs comme ça. Ça va pas forcément très vite, mais c'est beaucoup plus autonome. Et ça ressemble de plus en plus à un joueur de foot. Alors, est-ce que la promesse produit qui est qu'en 2050, une équipe de robots battrait l'équipe humaine championne du monde de foot? On vous donne rendez-vous en 2050 et puis on verra. La RoboCup, elle est accueillie à Bordeaux à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. N'hésitez pas à y aller. Si vous voulez des invitations, vous nous envoyez un mail, vous venez nous voir à la sortie et on vous donnera un code pour avoir une invitation. On vous conseille d'aller y faire un tour. Puis sur ces robots, on s'est dit aussi, regardons ce que font le pape de la robotique humanoïde, l'américain Boston Dynamics, avec sa série Atlas, là que vous voyez, Atlas tout petit en 2019, avec plein de câbles électriques et de câbles pour le retenir parce qu'il tombait rapidement. Et puis rapidement, évolution, il marche, c'est plus stable, il est capable de sortir. En 2017, on lui apprend à faire ce que vous et moi, surtout vous aurez peut-être du mal à faire normalement. 2018, il est capable de faire un truc ridicule dans la nature. Et puis depuis 2020, maintenant, c'est des athlètes qui permettent... Alors ça ne nous parle pas de l'autonomie, des batteries derrière, etc. Mais en tous les cas, en termes de mobilité, c'est assez impressionnant. C'est un des gros sujets du développement de l'innovation, toute cette partie robotique. Là, c'est les 4 robots, les 4 projets sur lesquels travaillent des grands acteurs. En haut à gauche, le chinois Xiaomi. Dessous, vous avez le robot de chez Tesla. Au milieu, celui un peu moins connu de OpenAI, les mêmes qui font ChatGPT, puisque une fois qu'ils auront l'intelligence, ils l'embarqueront dans un robot pour prendre le pouvoir sur Terre. Et puis le dernier, encore moins connu, c'est la société Figure, dont les bookmakers de la tech disent que c'est le projet le plus intéressant à suivre. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est d'écouter ce que dit le patron de chez Figure. Donc je regarde mes pompes et je vous lis ça. Il dit qu'ils sont sur un risque élevé des chances de succès extrêmement faibles et il se dit vraiment enthousiasmé par le potentiel sur une longue période de plusieurs décennies. Donc ça montre aussi que ce n'est pas pour demain que les Terminators vont prendre le pouvoir. On change de sujet et on tourne autour des contenus immersifs. On en a beaucoup parlé, là aussi en 2013, 2016, 2019. En 2018, on avait dit qu'on voyait une fusion entre le monde du cinéma et le monde du jeu vidéo, avec des studios comme Unity par exemple. Et là aussi, on voit que ça évolue très vite. Alors on a pris l'exemple de la rue du Grenier à Sel de Montrichard Val-de-Cher. Là c'est du Google Maps, du Street View, donc c'est de la vue filmée réelle. Et puis si je passe à la suite, là c'est en image de synthèse avec le moteur Unreal Engine 5. Donc un des spécialistes, un gars habite sur place, c'est ce qu'on s'est dit, et il a recréé cette rue, donc en ultra réaliste. Là, la résolution n'est pas terrible, mais en bonne résolution, c'est juste impressionnant de réalisme. Et puis, ça permet de se retrouver, de remodéliser. Donc là, c'est de l'image construite, totalement remodélisée et travaillée avec ce moteur Unreal Engine. Même chose, toujours avec ce même moteur, sur le travail des personnages, donc qui n'existent pas, image totalement de synthèse, avec le travail sur les cheveux, sur la texture de la peau. On trouve que simplement au niveau de l'œil, il y a encore un aspect œil bovin on n'est pas encore tout à fait sur de l'être humain, mais c'est quand même assez impressionnant de voir. Donc là, on est vraiment sur de l'image qui est calculée. Et puis en 2016, on avait une diapo qui disait l'intelligence artificielle, l'ère des robots logiciels. Et là, on va voir maintenant, on peut dire qu'on est rentré dans cette ère des robots logiciels. Là, ce qu'on avait vu, toutes ces images, c'est de l'image calculée.
on va voir maintenant de l'image générée par l'intelligence artificielle. Alors en 2018, on avait dit que une IA était capable de prendre une vidéo assez basique. Hein. Vous voyez, le gars, il bouge pas trop, il tourne, et puis ça génère une image, voilà, ça génère une image numérique. Ça a rapidement bougé, puisque là, ce que vous voyez, c'est un graphiste qui tient dans sa main une figurine. Il explique avec quelques outils simples d'intelligence artificielle. Il a pris quelques photos, il a dit la figurine, elle se plie au niveau des coudes, au niveau des jambes, et puis ça lui a animé ce que vous avez vu. Demain, déjà aujourd'hui en bêta test, mais demain, vous avez Wonder Dynamics qui va plus loin. Eux, ils prennent un film. Donc là, ce jeune homme qui sort de, je sais pas, de ce bâtiment, une église peut-être, on va affecter un personnage de synthèse, de dessin animé, un personnage créé artificiellement. On va faire ça pour les personnages de la scène qu'on veut monter. Et ensuite, l'IA va automatiquement remplacer le vrai personnage par le personnage de synthèse. Il n'y a rien à faire, c'est l'IA qui va travailler toute seule. Whether it's one shot or a full sequence, Wonder Studio analyzes and captures everything from body motion, lighting, compositing, camera motion, and it even tracks the actor's facial performance. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que il n'y a plus besoin. Vous voyez que directement, l'IA, elle va calquer le jeu de l'acteur, enfin les traits du personnage. Il n'y a pas besoin de retravailler, de mettre des pastilles vertes un peu partout, filmer l'acteur. Là, c'est directement plaqué sur le jeu de la personne qui est dans la vidéo. Donc là, c'est un coup d'intelligence artificielle. Et puis après, on va rajouter... là aussi, un exemple d'un autre graphiste qui a voulu tester, il est bêta-testeur. Il a dit à sa femme, viens, on va faire un tour à la plage. Il a filmé sa femme, il a remplacé par un robot, il a mis un fond de science-fiction et il explique comment, en 2 temps 3 mouvements, ça lui a remplacé ça très facilement. Alors, ça pourrait être l'heure de faire un petit jeu type Burger Quiz, avec Boston Dynamics ou Wonder Dynamics, puisque les deux ont des noms aux consonances proches. Boston Dynamics, c'est ceux qui font les vrais robots physiques qui ont des mouvements assez démentiels, et Wonder Dynamics, c'est ceux qui prennent des images de vraies personnes et les remplacent par des robots, par exemple. Et là, vous avez cette vidéo, par exemple, on peut se poser la question, est-ce que c'est des vrais robots ou est-ce que c'est des humains qui ont été remplacés par des robots? Et on ne va pas faire un sondage, mais c'est du Wonder Dynamics. C'est-à-dire qu'on a filmé des gens qui sont dans une salle de parcours et ils ont été remplacés par du robot. Donc tout ça questionne la réalité, qu'est-ce qui est réel, on y reviendra. Alors il y a plein de produits qui sont en train de sortir. Aujourd'hui, on a mis Gen 1, ils ont déjà le temps qu'on le publie, ils sont déjà à la version Gen 2. Donc là, l'idée, c'est vous prenez une vidéo, par exemple un gars qui marche sur la neige, vous lui mettez une photo d'un cosmonaute sur la Lune, et il va mixer les deux, il va faire le gars qui marche sur la Lune. Vous voyez le principe, vous allez mixer une photo et une vidéo, 2 vidéos, et automatiquement l'intelligence artificielle générative va créer, par exemple là, le gars qui danse, une photo de super-héros, et ça va modifier ça. Là, quelques bouquins, je lui envoie une photo d'un immeuble, il va me plaquer ça dessus. Bon, je laisse celui-là parce qu'il est marrant, si vous voulez avoir un chien dalmatien alors que vous n'en avez pas, ça fera fureur sur Instagram. Il y a un an, c'est toujours au mois de mai, mais c'était il y a un an, NVIDIA, donc spécialiste de tout ce qui est carte graphique, qui travaille beaucoup sur les aspects intelligence artificielle, avait sorti un papier autour d'une techno qui s'appelle le NERF, Neural Radiance Fields, dont cette dame, qui a l'air très heureuse de travailler chez NVIDIA, va nous faire la démonstration. Donc l'idée est toute simple, c'est vous prenez 4 photos de la personne, et vous allez voir qu'il n'y a pas les photos de tout autour d'elle. La photo, par exemple, en arrière gauche, elle n'existe pas, enfin, elle n'a pas été prise. Donc on va le voir, voilà les 4 photos qui sont prises. Et cette IA va être capable de recréer la personne en 3 dimensions et ensuite de nous faire un fichier sur lequel on va faire le tour de la personne, monter, descendre, etc. Uniquement avec 4 photos. Ça, c'était il y a un an. Un an plus tard, il suffit d'une seule photo. Alors évidemment, si elle a une queue de cheval ou un chignon, ça sera difficile d'imaginer si on n'a pas pris une photo derrière.
Mais en tous les cas, ça va être capable avec une seule photo de recréer cet environnement. Ou autre exemple, là, sur de l'immobilier, dans cette maison, une centaine de photos ont été prises pour parcourir toute la maison. Il y a 2 étages, un extérieur. Et avec ce même algo d'IA générative, on va pouvoir recréer entièrement la scène en 3D. Alors que c'est que des photos au départ. Là, c'est une vidéo, bien entendu, mais si j'ai la version où je vais m'arrêter dehors, je vais pouvoir faire le tour, regarder en haut, en bas, etc. Donc, gain de temps énorme. Et puis, dernier exemple avec de la vidéo, où là, j'ai quelqu'un qui est dans un musée, il va faire le tour de cette stèle avec son smartphone. Là, on est parti d'une vidéo de 8 secondes, où la personne a simplement fait le tour en marchant de la stèle et est partie. On a passé ça à l'IA, et automatiquement, l'IA est capable de recréer cette vue en 360 degrés sur lequel je vais pouvoir faire le tour de la pièce, zoomer, etc. de manière extrêmement simple, sans avoir besoin de faire des vidéos et des photos ou de la modélisation en quantité. Alors, ça nous repose toujours cet exemple de qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui n'est pas réel. À gauche, vous avez des photos alimentaires prises par des vrais photographes qui sont des virtuoses du jeté de concombres et de tomates avec prise de photos en vitesse rapide. Et à droite, vous avez la même chose, mais c'est une IA dans laquelle on a dit « fais-moi une magnifique salade avec un jeté de brocoli et de tomates ». Alors, on y reviendra sur la deuxième partie de cet impact sur les métiers. Jusque-là, on avait parlé beaucoup d'intelligence artificielle dite classique. Donc, c'est le principe où on va reconnaître dans des modèles de données existantes. C'est-à-dire, je vais ingurgiter à la machine des tas de photos de chats et de chiens, et la machine sera capable de me dire, si je lui donne une nouvelle photo, ça c'est un chat, ça c'est un chien. L'IA générative, elle est capable de créer des nouveaux contenus, alors entre plusieurs guillemets, parce qu'effectivement, la photo de la salade, c'est quelque chose de nouveau, mais elle se base sur de l'existant, donc la notion de nouveauté est à interroger. Et surtout, il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'aspect un peu magique de ces IA génératives, style ChatGPT. Bien garder en tête que tout ça n'est qu'une machine statistique, et donc quand l'IA écrit sa première ligne, quand on arrive au mot « tout », elle n'a aucune conscience de ce qu'elle a raconté, elle ne sait absolument pas le sens que va avoir sa phrase derrière, elle va simplement, par probabilité, par statistique, dire que vu ce qu'on lui a posé comme question, vu ce qu'elle a dans ses bases de connaissances, le mot qui va suivre tout, ça va être le mot « learn », c'est tout. Le problème, c'est pas la machine, c'est pas l'IA, c'est l'homme qui a du mal à ne pas humaniser toutes les choses avec lesquelles il est en relation, hein, son chat, son chien, son hamster ou son ordinateur ou son chat GPT. Et vous avez tous autour de vous, parce que vous êtes des gens sérieux, entendu des gens dire « Ouah, pas croyable, il me connaît bien, il répond mieux que moi, etc. » Bon, ça reste une machine statistique. Ne nous trompons pas. Alors aujourd'hui, toutes ces IA génératives donc, qui créent des contenus vont créer des contenus, là c'est un exemple de boîtes qui font de startups spécialisées sur de la création de textes, de vidéos, d'images, de code informatique, de 3D, de paroles. On vous a mis simplement 3 exemples. Le premier en haut, DID, c'est celui qu'on a utilisé au départ pour générer des personnages qui vont parler, on lui tape le texte, on dit homme, femme, accent, etc. Le deuxième en bas qui s'appelle Rask, vous lui donnez une vidéo de vous par exemple parlant français, vous lui dites traduis-moi ça en espagnol et il vous recrée la vidéo de vous parlant espagnol sur ce que vous étiez en train de dire en français, mais c'est votre voix qui parle en espagnol. Je suis devenu super fort en espagnol. Et puis le dernier qui est Gamma, qui permet de faire des présentations PowerPoint. C'est-à-dire que là, on aurait tous gagné du temps si vous l'aviez lancé Tendance de l'innovation 2023. Il vous met le plan, les contenus, les diapos et les images associées. Tout ça pose des quantités de questions, bien évidemment. Bon, on aurait pu faire des signaux entièrement dédiés à ces sujets-là. Donc on s'est dit, tiens, demandons à ChatGPT quelles sont les questions importantes à poser par l'IA générative. Et c'est là où vous voyez qu'il est vraiment intelligent.
Il vous dit, voilà, il y a des problèmes éthiques, des problèmes de responsabilité, d'authenticité, de propriété intellectuelle, de biais de discrimination, de contrôle et de réglementation. Alors, les exemples, c'est le pape en doudoune, il n'a jamais existé. Enfin, cette photo-là du pape en doudoune. Quand en anglais, vous demandez un avocat et une infirmière, donc lawyer et nurse non genrés en anglais, l'avocat c'est un homme, l'infirmière c'est une femme. Tous les problèmes environnementaux, là vous avez une échelle sur les 4 dernières versions de GPT sur le données, la masse de données qui lui est nécessaire pour faire ses réponses. Donc vous imaginez beaucoup plus de données, beaucoup plus d'électricité, de CO2, etc. Et puis bien évidemment, Skynet n'est pas encore arrivé pour prendre le pouvoir avec ce type d'intelligence artificielle. Si on regarde pour finir vers quoi va l'intelligence artificielle, après en avoir parlé avec nos amis de l'INRIA ou du CATI, je remercie notamment Nicolas Philippe du CATI avec qui on a pas mal échangé là-dessus. Quelques thématiques. Alors d'abord, la recherche générative, qui à mon avis est un des gros sujets disruptifs qui va arriver. Là, c'est le bêta-test que fait Google sur de la recherche générative. Donc c'est Google. Vous avez dessous, là on a tapé pourquoi il fait aussi brouillardeux à San Francisco. Donc dessous, vous avez les résultats que vous connaissez, ligne par ligne. Et au-dessus, vous avez un résultat par une IA qui va vous fournir une réponse. Vous avez quand même sur le côté les sites qu'ils ont utilisés pour vous fournir cette réponse. Mais quand on sait que 90% des personnes ne vont cliquer que sur le premier résultat fourni par Google, que ce soit un lien sponsorisé avec de la publicité ou pas, on peut se dire qu'avec ce type de réponse, plus personne n'ira cliquer sur le lien associé. Vous aurez la réponse ici. Donc ça pose quand même beaucoup de questions pour tout un tas d'acteurs. Si les gens ne vont plus sur mon site, comment je valorise mes contenus, comment je valorise mon trafic, comment, quand mon business model, c'est de vendre du référencement ou de vendre le trafic que j'ai sur mon site, qu'est-ce qui se passe? Et puis évidemment la question de comment Google, qui vend des liens publicitaires, comment il va faire? Est-ce que là, on sait très bien qu'ils courent après la concurrence, ils savent qu'ils sont en train de se faire déborder, donc ils sortent une solution. Est-ce qu'ils ont la solution sur le nouveau modèle économique? Aujourd'hui, on n'en sait strictement rien. Donc ça, c'est un projet à l'algo qui s'appelle le projet Magie chez Google. À suivre sur l'IA, de plus en plus, l'IA va parler à une IA. Donc derrière ce petit dessin drôlatique, l'idée par exemple, vous avez un cahier des charges de site web à faire, vous mettez les points clés qui sont importants pour vous, l'IA va le traduire en cahier des charges bien écrit, vous l'envoyez à votre prestataire, qui va faire passer son IA, qui va simplifier et lui demander de sortir tous les points importants pour vous. On va également avoir l'IA embarquée, l'intelligence embarquée, dans différents systèmes mobiles. Ce n'est pas nouveau, l'IA embarquée, mais avec tout ce qui va être frugalité numérique, ça va revisiter un peu la manière. Par exemple, vous avez en bas une reconnaissance de plaque avec une IA qui va reconnaître la plaque. Pourquoi embarquer un truc monumental comme un chat GPT dans lequel on a besoin de lui écrire des choses? Là, il n'y a besoin de rien lui écrire. On a simplement besoin qu'il sache reconnaître des plaques, point final. Or, pour passer d'à peu près 100% de reconnaissance de plaques à 98%, on divise par 2 l'impact, les ressources, et notamment l'impact CO2, l'impact carbone que va avoir l'algo et la machine. L'IA explicable également à suivre.
L'IA explicable, c'est tout simplement ne pas considérer que l'IA, c'est une boîte noire. Elle nous fait des photos de chatons ou de salades volantes super intéressantes, mais les spécialistes ont besoin de comprendre pourquoi elle a fait tel choix, pourquoi elle a choisi tel mot. Il y a besoin de savoir ça. Donc c'est tout un pan qui est aujourd'hui à suivre. Et puis enfin, l'IA de confiance. Vous avez à Bordeaux une chaire qui a été lancée autour de l'acceptabilité, l'éthique, la morale, donc une chaire de l'ANSERB et de l'Université de Bordeaux sur ces sujets-là. Et en bas, 2 thèmes qui sont à suivre, 2 grands sujets, l'explicabilité, donc là c'est les techniciens, les ingénieurs, les chercheurs doivent être capables de suivre les choix faits par une IA, et l'acceptabilité, là on est plutôt sur du facteur humain. Pour arriver à comprendre ça de manière plus simple, on prend l'exemple de l'avion. Les ingénieurs de chez Airbus sont capables d'expliquer le fonctionnement d'un avion. Vous et moi dans la salle, à part les personnes qui sont présentes de chez Airbus, on ne sait pas. Mais par contre, l'acceptabilité, on accepte qu'un avion, on peut y monter, on va pouvoir voler dedans de manière sécurisée. C'est la notion d'acceptabilité. Donc c'est pareil pour l'IA. On a d'un côté l'explicabilité, là on est plutôt sur des chercheurs, et l'acceptabilité, on est sur le grand public, pour pas qu'on considère que c'est une boîte noire ou une boîte magique. Donc ça, c'est des sujets qui sont vraiment en cours de développement et à suivre par la suite. Je cherchais... non, mais j'avais un mot à dire et je ne me rappelle plus du mot. Alors, pardon. Voilà, donc on a fait comme l'année dernière, enfin comme pas l'année dernière, comme en 2016, quand on a fait nos premiers signaux au début de notre couple de scène, où on avait une première partie qui était plutôt techno, et puis une deuxième partie qui revenait plutôt sur l'impact sociétal de ces technos. Donc là, on s'est dit, tiens, on va rejouer le jeu. Et puis, je laisse la parole à Alexandre pour cette deuxième partie. Merci, bonsoir à tous. Bon, la transition était un peu... Voilà, vous pouvez l'applaudir parce que la transition, on l'avait un peu travaillée, mais pas suffisamment. Donc, comme l'a dit Laurent Pierre, deuxième partie, après une première partie plutôt technique, technologique, on va faire une bascule vers une partie un peu plus sociétale, et on va s'intéresser finalement à l'impact de toutes les technologies, toutes les innovations qu'on a vues jusqu'à présent sur notre vie quotidienne. Et on a choisi de traiter le travail parce que c'est un thème qu'on suit, on va le voir, hein, qu'on suit depuis très longtemps. C'est un thème qui est fondamental pour nous tous, hein. On va tous être impactés par cette question de l'automatisation. Mais aussi et surtout parce que en mars dernier, Goldman Sachs a lancé un premier pavé dans la mare. Vous verrez qu'il y en a un deuxième qui arrive juste après, en publiant une étude qui a été relayée par beaucoup de médias, mais notamment par Ouzbek Erika en France, qui prévoit, entre guillemets, c'est toujours un petit peu compliqué avec les chiffres, que à terme, l'automatisation et l'intelligence artificielle devraient menacer environ 300 millions d'emplois dans le monde. Et si on regarde un peu plus en détail les résultats de cette étude, on voit que, par exemple, aux US et en Europe, c'est 2/3 des emplois qui seront exposés à l'automatisation, tous secteurs confondus, et que 1/4 des emplois pourraient même être remplacés intégralement par l'intelligence artificielle générative. Et en extrapolant finalement à la Terre entière et au marché du travail, au marché mondial du travail, Goldman Sachs arrive à peu près à 300 millions d'emplois qui seraient directement ou indirectement impactés par l'automatisation. Deuxième pavé dans la mare, on n'a pas attendu longtemps puisque le lendemain, le 27 mars, OpenAI a également publié une étude sur l'impact de ChatGPT. Donc OpenAI, c'est la société qui commercialise ChatGPT, sur l'impact donc de ces algorithmes à large langage, donc les modèles qui fondent ChatGPT, sur le marché du travail. Et une stat qui est assez intéressante et qui est quand même assez effrayante, cette étude qui a donc été réalisée aux États-Unis nous dit tout simplement que 80% de la main-d'œuvre américaine pourrait être impactée par ces IA génératives qui seraient en mesure de remplacer au moins 10% des tâches. Donc on voit ici que
on a quand même 2 études qui sont relativement intéressantes, relativement importantes et qui laissent prévoir d'un futur qui n'est pas forcément très joyeux. Et ces études ont fait beaucoup parler d'elles. Pourquoi? Parce que si on regarde ce graphique, on voit, alors c'est juste pour la zone euro, hein, mais on peut le répliquer aux États-Unis. Au milieu, vous avez le total des emplois qui seraient menacés par l'intelligence artificielle, par l'automatisation. Et dans la partie gauche, donc les emplois les plus menacés, on a tous les emplois dits de col blanc. Donc, c'est-à-dire tout le travail intellectuel, le travail administratif, les experts, les managers. Ce sont aujourd'hui les emplois qui sont les plus menacés par l'intelligence artificielle. Et de l'autre côté, on a des emplois beaucoup plus manuels qui, eux, sont relativement protégés par l'automatisation, cette version-là de l'automatisation, bien entendu. Et on retrouve les artisans, les employés agricoles, les ouvriers, qui sont relativement protégés. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'eux ont déjà vécu différentes phases depuis la première révolution industrielle. Ils ont pris plein fouet les différentes phases d'automatisation avec la robotisation. Mais en tout cas, aujourd'hui, les emplois les plus vulnérables, ce sont les cols blancs. Et donc, c'est pour ça aussi que ça effraie tout le monde parce que si on regarde au niveau macroéconomique, cette fois-ci, ce sont finalement les pays très développés qui sont en première ligne de cette automatisation, de ce risque d'automatisation, notamment les pays qui ont fortement investi dans la tertiarisation de leur économie, dans l'économie de la connaissance. On voit Hong Kong, on voit Israël, on voit le Japon, on voit les États-Unis, l'Europe également. Et à contrario, on voit que des pays plutôt en Inde, en Afrique, en Asie du Sud-Est, ce sont des pays qui sont relativement protégés par l'automatisation parce qu'ils ont encore un secteur agricole fort et un secteur industriel qui aussi fait partie de la richesse du pays. Donc là encore, ça met en avant le fait que ce sont les pays développés qui aujourd'hui sont face à un risque assez important. Donc la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, vous, moi, qui sommes les premiers concernés par cette vague d'automatisation, est-ce qu'on doit paniquer ou est-ce qu'au contraire, on doit être serein par rapport à tout cela? Donc, on va regarder un petit peu plus en détail. Alors, avant de rentrer un peu plus en détail, il faut quand même aussi se souvenir, repasser, hein, il faut toujours regarder dans le passé pour analyser le présent et essayer de deviner l'avenir. Des métiers qui ont disparu, il y en a eu tout le temps, à chaque révolution industrielle, à chaque innovation de rupture, à chaque progrès technique, on a des métiers qui ont disparu. Pour autant, est-ce que la société dans son ensemble s'en porte plus mal? Pas forcément. Souvenez-vous, souvenez-vous, pour les plus anciens d'entre vous, lors de l'électrification des rues de Paris, notamment, ce travailleur, cet allumeur de réverbères qui allumait les réverbères au gaz, finalement a disparu. Donc il s'est retrouvé au chômage, puis il a effectué un autre métier. Plus récemment, dans les années 50-60, ce sont les sténodactylos qui ont aussi disparu avec l'arrivée de l'informatique et du traitement de texte. Pour autant, est-ce que la société ne suit pas une tendance au progrès? C'est une question quand même qu'il faut se poser. Alors si on revient un petit peu, comme l'a dit Laurent Pierre, on a analysé un petit peu ce qu'on avait passé en revue dans les différentes années des signaux. En 2013, on avait déjà étudié une étude qui avait été réalisée par l'Université d'Oxford sur le futur de l'emploi et à l'heure de l'automatisation. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas tant le chiffre de 47% des emplois du tertiaire devraient disparaître dans les 20 ans. On est aujourd'hui à 10 ans. Donc voilà, donc encore un chiffre, encore une étude qui n'a pas derrière, finalement, qui n'a pas été suivie dans le temps. Donc c'est compliqué de déterminer les résultats. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir cette matrice ici, qui permet, et c'est aussi ce qui va nous guider dans la présentation, ce qui permet de distinguer, qui permet de distinguer finalement l'emploi de la tâche. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, comme les différentes versions de l'automatisation dans le temps, ne s'attache pas directement à des emplois, mais aux tâches qui constituent les emplois. C'est-à-dire qu'un salarié lambda, quand il va arriver sur son poste de travail, il va effectuer tout au long de la journée des tâches. L'automatisation ne va pas s'attaquer directement à son emploi, c'est-à-dire qu'il ne va pas se retrouver au chômage du jour au lendemain, mais à certaines tâches. Et si on regarde un petit peu cette matrice, on voit que la robotisation, donc on va dire les premières vagues d'automatisation, la robotisation s'est attaquée aux tâches qui étaient manuelles et qui étaient routinières. Donc on pense bien entendu à ces employés d'usine, des travailleurs à la chaîne qui serrent des vis toute la journée sur des portières de voitures. Les robots ont
finalement remplacé ces tâches-là et ont permis de libérer l'ouvrier pour effectuer d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée. Ensuite est venue l'époque de la cobotisation, donc c'est l'utilisation des robots comme aide aux ouvriers notamment, mais à d'autres métiers également. Et là, la cobotisation, elle s'est attachée aux tâches manuelles qui étaient non routinières. Dans les années 2000-2010, avec l'apparition du big data et des analytics, là, on est passé sur une autre catégorie de tâches qui étaient les tâches cognitives. Donc, on n'est plus sur les tâches manuelles, mais on passe sur les tâches cognitives, mais plutôt des tâches routinières qui demandent beaucoup de travail routinier. Et le big data et les analytics permettent d'automatiser tout ça et de libérer encore une fois du temps pour les salariés. Et aujourd'hui, on se retrouve, donc ça c'était une matrice qui date de 2013, donc on voit qu'elle était quand même bien dans l'air du temps. On se retrouve dans ce quatrième cadran où l'on retrouve les algorithmes et bien sûr les modèles de machine learning et deep learning qui s'attaquent, entre autres, aux tâches cognitives, mais plutôt non routinières. Et donc les tâches cognitives non routinières, c'est des tâches que de manière générale, on réalise au quotidien. Et aujourd'hui, la question, c'est de savoir si ces IA et les IA génératives sont en mesure de nous remplacer sur ces tâches-là. Alors, si on fait on passe d'une année. En 2014, Antoine Chotard, qui n'est pas là ce soir, mais dont vous avez la photo ici, vous voyez l'évolution capillaire d'Antoine, qui travaille chez ADI aujourd'hui, alors à l'époque, c'était lui qui réalisait les signaux, avait sorti une étude sur les métiers et les compétences. Et à cette époque, le ministère du Travail américain disait que 65% des écoliers de l'époque, donc à l'école primaire, 65% d'entre eux exerceraient dans le futur un emploi qui n'existait pas en 2013. Aujourd'hui, si vous allez traîner sur le site du ministère du Travail américain, ce pourcentage est passé à 80. Donc on voit qu'aujourd'hui, on forme, alors l'école primaire, on les forme surtout à apprendre à lire et à écrire, puis à devenir des citoyens. Mais en tout cas, on forme aujourd'hui des jeunes qui exerceront un métier qui n'existe pas et dont on n'a pas encore idée de la forme qu'il va prendre. En 2013, une étude du think tank qui était liée à tout ça disait qu'il fallait favoriser les formations qui destinaient les jeunes à devenir computer scientist, data scientist, bioinformaticien, neuroscientist. Et on voit qu'aujourd'hui, 10 ans après, ce sont des métiers qui sont très importants puisque ce sont ces métiers-là qui nous ont fait entrer dans l'ère notamment de l'intelligence artificielle. Ce sont des métiers en tension, c'est-à-dire qu'on a plus de demandes que d'offres. Et donc, on peut essayer d'imaginer quels seront les métiers demain à l'heure de l'automatisation par l'intelligence artificielle. On avance un petit peu plus dans le temps. En 2016, on avait également évoqué cette question de l'automatisation et de l'emploi. Et on avait sorti une petite stat qui vaut ce qu'elle vaut. 27% des Français pensaient, donc en 2016, que leur métier serait automatisé dans les 5 à 10 prochaines années. Mais là où je veux en venir, c'est surtout pour l'illustration. On avait parlé de Retail Technology Corp qui proposait des robots inventaires qui allaient passer dans les rayons des magasins et remplacer les salariés qui s'occupent de contrôler l'état des stocks, contrôler les dates de péremption, contrôler la validité des prix. Aujourd'hui, en France, à part les magasins Cora qui ont lancé ces robots inventaires, moi, j'en ai pas vu. Je ne sais pas si vous, quand vous faites vos courses, vous voyez ces robots. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un autre métier qui est en train de disparaître, ou qui est en train de muter, plus exactement. C'est le métier de caissier et de caissière. Aujourd'hui, quand vous allez dans un supermarché, des tapis de caisse, il en reste 2, 3 maximum. Par contre, ça a été remplacé par des caisses automatiques. Donc, on voit que certaines tâches, notamment le fait de scanner les articles, le fait d'encaisser les paiements, ce ne sont plus des tâches qui sont réalisées par les caissiers et par les caissières, mais ça a été déporté sur les clients. Donc, c'est encore plus fort. C'est-à-dire qu'on ne paye plus des caissiers et des caissières pour réaliser ces tâches-là. On vous demande de faire du bénévolat pour le faire. Et si on n'a pas licencié en masse les caissiers et les caissières, c'est parce que ces tâches-là leur ont permis d'être libérés sur d'autres tâches. Et notamment, si vous passez sur des caisses automatiques, vous voyez que vous avez des caissiers et des caissières qui tournent autour de vous, qui vous aident, qui rentrent en interaction avec vous, qui ont finalement des nouvelles tâches. Donc, finalement, l'automatisation telle qu'elle a été vécue a permis aussi aux caissiers et aux caissières d'aller vers des tâches qui sont beaucoup plus humaines, beaucoup moins, on va dire, robotisées, de passer les produits devant la caisse pour aller vers des tâches à forte valeur ajoutée. En 2015,
On avait également utilisé cette petite matrice qui avait été réalisée par le groupe Randstad qui donnait une typologie des emplois menacés en France à l'horizon 2025. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils se sont plantés et comment ils n'ont pas vu finalement que derrière l'automatisation, il n'y avait pas simplement la robotisation, puisque si on regarde bien, on va analyser rapidement, mais qu'il y avait aussi toute la partie intelligence artificielle, puisque pour Randstad, à l'époque, les métiers qui étaient peu automatisables, c'était le métier de journaliste, métier de cadre supérieur, d'informaticien, d'ingénieur, de médecin, d'enseignant, d'artiste. Et on va voir plus tard que tous ces métiers-là, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et plus particulièrement l'IA générative, ce sont des métiers qui sont fortement automatisables et qui sont fortement menacés. Et à l'inverse, les métiers qui étaient fortement automatisables, on retrouve les métiers qu'on avait vus dans la partie droite du graphique, à savoir agent technique, ouvrier d'usine, manutentionnaire, réceptionniste. Pour eux, c'était des métiers qui allaient finalement disparaître. Or, aujourd'hui, ce sont des métiers qui ne sont pas menacés par l'intelligence artificielle. Donc, c'est intéressant, là, à chaque fois qu'on lit des études et qu'on voit les chiffres, 300 millions, 2/3 des emplois qui vont disparaître et tout ça, de toujours avoir un peu de recul et de penser à ces études qui ont été publiées il y a 10 ans et qui, au final, se sont totalement plantées. Alors, les effets sont contrastés et contradictoires en fonction du point de vue selon lequel on se place. Donc, Laurent Pierre faisait tout à l'heure référence à la RoboCup, pardon. Si on se place du point de vue des défenseurs de la robotique, qui est donc l'IFR, l'International Federation of Robotics, eux, tout va bien. Les robots créent des emplois. C'est-à-dire que quelle que soit la page que vous allez regarder sur ce site internet, les effets sont toujours positifs, c'est-à-dire que par différentes théories économiques qui sont mobilisées, ils arrivent à montrer qu'à chaque fois qu'un pays va investir fortement dans la robotique, il va créer de l'emploi, il va créer de la richesse. La réalité, elle est un petit peu à nuancer. On a beaucoup d'études qui ont été réalisées sur l'impact de la robotisation sur le travail, sur l'industrie, sur les usines. La dernière en date, c'est une étude qui a été réalisée en mars 2023, enfin, publiée en mars 2023, à la fois par le MIT, représenté par Acemoglu, qui est un chercheur qui ne travaille que là-dessus, et par l'Université des Pays-Bas. Et en fait, alors les Pays-Bas, c'est un peu particulier, c'est un petit pays, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une structure industrielle qui est peu ou prou la même que l'Allemagne, avec un fort investissement dans la robotisation. Et en fait, cette étude montre que si à l'échelle macroéconomique, en effet, un pays qui investit dans la robotisation va créer de la richesse, donc de l'emploi, en revanche, au niveau microéconomique, le résultat il est un petit peu différent, puisque si de l'emploi a été créé, c'est de l'emploi avec des salaires qui sont beaucoup plus faibles. Donc ça, c'est le premier effet, c'est-à-dire qu'on crée de l'emploi, mais avec des salaires faibles, puisque les emplois à forte valeur ajoutée ont été remplacés par des robots. Donc, on va employer des gens avec un salaire inférieur. Et surtout que l'impact direct dans les usines, là, est négatif, puisqu'à chaque fois qu'on va introduire un robot, on va remplacer 1, 2, 5 ou 10 employés. Donc, dire que les robots créent de l'emploi, ça peut être vrai au niveau macroéconomique, mais qu'il y a des réalités beaucoup plus micro, et donc des réalités humaines, qu'il faut prendre également en compte pour relativiser ces résultats-là. Donc la question qu'on peut se poser, avec tout ce qu'on vient de dire, c'est quel avenir pour le travail? Est-ce que demain, on va tous se retrouver sans emploi? J'ai pas envie de dire au chômage, mais sans emploi. Je dis pas au chômage parce qu'on va voir pourquoi par la suite. Mais en tout cas, est-ce que demain, finalement, on va délester cette partie travail aux intelligences artificielles et à toutes les solutions d'automatisation? Alors, les positions, là aussi, elles divergent en fonction du point de vue selon lequel on se place. L'image du fond est intéressante puisque c'est une question finalement qui a traversé l'humanité depuis tout temps. À chaque fois qu'on a eu une innovation, on s'est posé la question de savoir si elle allait finalement remplacer l'homme. En 1929, on voit cette une du New York Times qui disait qui se posait la question, est-ce que la machine allait remplacer l'homme à long terme? Donc on voit qu'à chaque fois, on a cette question-là. Si vous accédez au PowerPoint, si vous cliquez sur le lien, vous avez un excellent article qui montre dans le temps comment cette question a été traitée. Pour certains, comme ici Gilles Babinet, que vous connaissez, qui est le coprésident du Conseil national du numérique, pour lui, finalement, tout va bien. Il nous dit qu'à chaque fois qu'une technologie va apparaître, certes, on va avoir une destruction directe d'emplois, mais que, contrairement à ce que tout le monde pense, à ce qu'on entend avec les études de Goldman Sachs et ce qu'on a entendu après, c'est que finalement, il va y avoir un glissement des métiers d'un secteur vers un autre. C'est ce qu'on appelle la théorie du déversement. On va y revenir après, d'Alfred Sauvy. Et surtout qu'on va apprendre à travailler différemment. C'est-à-dire que comme l'IA s'attaque à des tâches et non pas à des emplois, on va
apprendre à travailler différemment, à se concentrer sur certaines tâches à forte valeur ajoutée et à délester certaines tâches à l'IA. Eric Duhaime, qui est le CEO du Center Labs, qui est une entreprise qui travaille et qui investit massivement dans l'IA, pour lui, il nous dit que l'intelligence artificielle ne remplacera pas le travail, mais encore une fois, que ça va être l'organisation du travail qui va être impactée. Donc on n'a pas forcément à craindre pour notre emploi, mais plutôt pour notre façon qu'on va réaliser ces tâches. Cette théorie du déversement, on l'avait déjà vue en 2000, je ne sais plus quelle année, 2016 ou 2018. Très rapidement, la théorie du déversement d'Alfred Sauvy, en fait, nous dit qu'à chaque fois qu'on va avoir une innovation technologique dans un secteur d'activité, on va avoir un double effet. On va avoir un effet direct négatif, c'est-à-dire qu'on va introduire des robots, de l'automatisation, ça va détruire de l'emploi, mais que ces robots, cette automatisation va faire augmenter la productivité, donc baisser les coûts, donc baisser les prix. Et cette baisse de prix associée à la forte productivité va faire un appel d'air. Et donc, dans cette filière, dans cette industrie, on va avoir une hausse de l'emploi qui va être supérieure à la baisse de l'emploi. Et la théorie du déversement nous dit également que les employés qui ont perdu les emplois dans ce secteur d'activité-là peuvent également se déverser dans un autre secteur d'activité, dans une autre branche, parce que dans ces autres branches, on va avoir un appel d'air lié à l'augmentation de la richesse de la société, du pays, qui va faire que les consommateurs vont avoir des besoins supérieurs et donc une demande de nouveaux produits et donc une hausse d'emploi. La question qu'on est à même de se poser aujourd'hui, c'est que est-ce que l'intelligence artificielle, en s'attaquant aux métiers qu'on a vu tout à l'heure, plutôt du secteur tertiaire, ne va pas remettre en cause cette théorie du déversement. Et si on regarde la dernière étude qui a été réalisée par le World Economic Forum en 2023, pour l'instant, le bilan de l'automatisation sur l'emploi mondial est négatif, puisque alors, ce sont des évaluations, des chiffres qui sont un peu sortis comme ça en dehors du chapeau. Je ne sais pas comment ils les ont calculés. En tout cas, le constat est que l'automatisation a détruit 83 millions d'emplois, en a créé 69 millions. Donc, pour l'instant, la balance est négative. Mais qu'est-ce qu'elle sera demain? On ne le sait pas. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le World Economic Forum dit que 23% des emplois qu'on occupe aujourd'hui seront impactés et seront bouleversés par l'apparition et par l'utilisation des intelligences artificielles et des solutions d'automatisation. Ces données-là, ces résultats-là, ça nous permet aussi un peu de nous amuser et de prévoir un petit peu le futur, ou en tout cas de questionner sur les emplois qui seront effectués demain. Donc, parmi les emplois, on peut imaginer, puisqu'il y aura de plus en plus d'interactions entre l'homme et la machine, des managers qui seront là pour organiser des équipes hommes-machines et pour manager la bonne marche des projets qui seront menés par l'homme par l'interaction entre l'homme et la machine. La question des biais aussi, c'est une question qui est très importante, on va pas revenir dessus, mais on peut imaginer qu'un métier de demain, ce sera auditeur de biais algorithmiques, donc de venir directement dans l'algorithme pour l'étudier et pour corriger les biais qu'il comporte. Mais si on remonte un petit peu en amont, on pourrait également penser à des métiers comme auditeur de biais humains, où là, on ne s'attaquerait pas à l'algorithme, mais on s'attaquerait aux programmeurs, aux développeurs, qui est bourré de biais. Vous et moi, on est bourré de biais. Et on viendrait, donc ça serait plutôt des psychologues, tout ça, des ergonomes, qui viendraient travailler directement à la source du biais pour le corriger. Un métier qui est en train également d'exploser, c'est l'ingénieur prompt, c'est-à-dire, on va le voir après, c'est le métier qui consiste à rédiger des prompts, c'est-à-dire des lignes de commande en langage naturel pour demander à une IA générative de créer du contenu. Ce qu'il faut quand même bien avoir en tête quand on parle d'automatisation, c'est que là, on a une vision un peu... on va dire un peu négative de tout cela. Enfin, on va voir que c'est pas beaucoup plus réjouissant, ce qu'on va aborder comme question. Mais ce qu'il y a, c'est que derrière, finalement, l'intelligence artificielle et l'automatisation, on a encore et toujours des êtres humains. C'est ce qu'on appelle les travailleurs du clic. Donc, c'est une notion qu'on avait déjà vue lorsqu'on avait abordé en 2016, je crois, ou en 2018, je confonds toujours les deux années, sur la plateformisation, les modèles de plateformisation de l'économie, notamment Amazon et son Mechanical Turk. Sans travailleurs du clic, on n'aurait pas d'IA générative. Les travailleurs du clic, ce sont ces freelances qui habitent en Afrique, qui habitent en Asie du Sud-Est et qui passent leur journée à noter, à corriger,
à qualifier les bases de données qui sont utilisées pour que les algorithmes vous proposent à vous et à moi des résultats qui sont cohérents, les résultats qu'a montré Laurent Pierre. Donc là, il y a des millions et des millions de travailleurs qui sont payés au lance-pierre, hein, puisqu'une tâche, c'est payé très peu. Et on voit qu'une société comme Remotask, ici, propose ce modèle où, en fait, vous allez, en fonction de la difficulté de la tâche, vous allez être plus ou moins payé. Donc la première tâche la moins difficile, c'est finalement de cliquer quand vous voyez un homme ou une femme, hein, comme on fait avec les CAPTCHA, on essaye d'identifier. Donc là encore une fois, on travaille gratuitement, mais il y a des gens qui travaillent, enfin qui sont exploités pour le faire aussi. Et puis plus la tâche est compliquée, et plus vous allez gagner d'argent. Ce qui est important à comprendre, et Laurent Pierre l'a déjà évoqué, mais je vais revenir dessus, c'est que finalement l'intelligence artificielle, elle n'est pas intelligente, c'est juste un modèle statistique et probabiliste. Et elle ne va pas réfléchir au sens des réponses qu'elle fournit, parce qu'elle ne comprend pas la question, elle ne comprend pas la réponse. Par contre, elle va fournir la meilleure combinaison possible de propositions qui font sens statistiquement. Donc ce sont des modèles statistiques et probabilistes, mais derrière, l'intelligence artificielle ne comprend pas, et surtout, elle a besoin, cette intelligence artificielle, ces algorithmes, des travailleurs du clic pour trois tâches, micro-tâches, hein, celles qui servent à préparer l'IA, c'est-à-dire que les travailleurs du clic vont labelliser, annoter, vérifier, corriger, préparer finalement les bases de données qui vont être proposées aux algorithmes pour travailler et pour sortir un résultat. Les micro-tâches qui servent à vérifier. Là, c'est quand on a une réponse qui est incohérente avec une question parce que l'intelligence artificielle n'a pas assez de données ou si les données ne sont pas assez bonnes, mais on a des micro-travailleurs qui vont venir vérifier et dire oui, cette réponse est bonne, cette réponse est fausse, et donc ça va améliorer le modèle. Et enfin, on a des micro-tâches qui imitent l'IA, donc là c'est le niveau supérieur, où en fait finalement ces travailleurs-là, ils vont imiter l'IA pour que l'algorithme s'améliore de lui-même. Cette notion-là, on l'avait déjà... Donc, c'était en 2016. Cette notion-là, on l'avait déjà vue à l'époque. On avait abordé la question du digital labor. Le digital labor, c'est tout ce travail qu'on ne perçoit pas finalement et qui permet aux systèmes tels que la plateforme Amazon, le modèle Google, mais également l'intelligence artificielle, ce système capitaliste finalement, de fonctionner. Derrière le digital labor, il y a les travailleurs du clic, mais il y a également vous et moi, qui travaillons bénévolement à l'amélioration du système, puisqu'à chaque fois que vous allez utiliser Midjourney, à chaque fois que vous allez utiliser ChatGPT, vous allez générer du contenu. Par exemple, si vous posez une question et que vous n'êtes pas satisfait de la question, vous allez lui demander de l'affiner. Et à chaque fois que vous allez affiner une question, ChatGPT va aspirer la réponse et va la réinjecter dans sa base de données pour améliorer le modèle. Et tout ça, c'est fait gratuitement par vous et par moi, mais par contre ça alimente la société qui est OpenAI, qui elle tire de la valeur de ces données-là. Donc derrière l'automatisation, il ne faut quand même pas oublier, à chaque fois que vous allez faire une requête ou utiliser une intelligence artificielle, que vous travaillez gratuitement, mais que derrière il y a aussi des travailleurs et des travailleuses qui sont exploités. Alors on s'était posé... Je reviens à la question initiale sur l'avenir du travail. Donc, on a une vision un petit peu optimiste avec Gilles Babinet. Et on a une vision qui est un peu différente, qui n'est pas forcément pessimiste, mais qui est une vision qui va plutôt se questionner sur la pérennité du travail, le sens du travail à long terme, en partant de cette prémonition qu'on voit ici tirée du livre de Jérémy Rifkin, La fin du travail, qui a été publié en 1995. Lui nous dit qu'on est finalement à portée de main de cette vision d'un monde sans travail, parce qu'on a tous les outils aujourd'hui de communication, les technologies numériques et aujourd'hui encore plus qu'on n'avait pas en 1995, donc toutes ces notions d'automatisation, de big data et tout ça. Et donc, il nous prédisait que pour le siècle prochain, donc le siècle dans lequel on est aujourd'hui, on tendrait peut-être vers la fin du travail. C'est une position qui est rejointe par Stéphane Mallard, qui est un conférencier tech, qui est un ancien analyste de la BNP, qui a écrit un livre il y a quelque temps qui s'appelle Disruption. Pour lui, finalement, c'est une bonne nouvelle tout cela, puisque l'être humain sera obsolète. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il nous dit qu'on est tous potentiellement disruptables par l'IA.
Aujourd'hui, on est dans une phase où l'IA nous accompagne. C'est-à-dire que l'IA nous sert à nous alléger de certaines tâches qui sont routinières. Par exemple, on utilise Waze pour se déplacer. On ne sort plus le plan, on ne s'arrête plus sur le bord de la route pour regarder le plan pour savoir où on va aller. On confie tout ça à une machine et nous, on se contente de conduire en suivant, aveuglément ou pas, la machine. Demain, comme les modèles s'améliorent, les bases de données s'améliorent, les algorithmes s'améliorent, on va vers une intelligence artificielle qui est beaucoup plus fiable, qui est beaucoup plus efficace. Et demain, ça n'aurait plus aucun sens que nous, on développe des compétences d'expertise, puisque demain, la machine, au niveau de l'expertise, sera beaucoup plus efficace que nous. Donc il faut qu'on confie cette expertise-là à la machine et que l'être humain se concentre sur ce qui fait vraiment sa valeur ajoutée, c'est-à-dire l'empathie, les interactions sociales, tout ce qui est l'aspect sensoriel, l'aspect conscience aussi. Donc pour lui, c'est finalement une bonne nouvelle. Et il nous dit que demain, par exemple, on n'ira plus chez le médecin pour avoir un diagnostic. Le diagnostic, la machine nous la donnera, très factuellement. Par contre, on aura besoin du médecin pour analyser, finalement, pour être conseillé, pour être rassuré ou au contraire pour nous dire qu'il est temps de se soigner. Bref, pour lui, on va vivre dans un monde où on confiera l'expertise aux machines et l'humain pourra se réaliser pleinement dans ce qui fait sa force, c'est-à-dire l'empathie et les relations sociales. Alors tout ça, quelles conséquences sur le travail ? Je vais partir d'un petit exemple qui est assez symptomatique et qui est pas forcément très rassurant. En 2015, le Crédit Mutuel a fait appel à IBM et à son intelligence artificielle Watson en lui demandant, pour 45 millions d'euros, je ne sais plus, quelque chose comme ça, de le créer finalement un algorithme, un chatbot qui permettrait aux conseillers financiers de traiter finalement automatiquement les mails que les conseillers financiers passaient des heures et des heures à traiter. Ils ne faisaient pas leur vrai travail qui est de conseiller leurs clients. Donc IBM a travaillé, a proposé une première version d'un chatbot qui a été massivement utilisé. Et puis, à force de l'utiliser, le chatbot s'est amélioré, l'algorithme s'est amélioré, a aspiré de nouvelles données et on a créé un outil qui permettait aux conseillers financiers de demander au chatbot des conseils sur, je sais pas moi, la gestion de patrimoine immobilière, par exemple. Sauf qu'en alimentant de questions le chatbot, au bout d'un moment, il a été beaucoup plus efficace que le conseiller patrimonial. Et aujourd'hui, les clients du Crédit Mutuel peuvent avoir recours à ce chatbot directement, sans plus passer par un conseiller financier ou un conseiller patrimonial, qui va donner des conseils directement aux clients. Donc on voit que les tâches sont remplacées peu à peu et que finalement l'alimentation de la base de données par les salariés et par l'algorithme finalement élargit le spectre de compétences de l'algorithme et demain peut-être que finalement le métier de banquier n'existera plus, le métier de conseiller financier n'existera plus puisqu'une étude qui a été réalisée par France Innovation montre la nébuleuse des métiers. Alors c'est pas très clair parce que c'est une capture d'écran d'un PDF, montre la nébuleuse des emplois qui demain pourraient disparaître dans le milieu de la banque et de la finance à l'heure de l'automatisation avec les modèles experts ou l'apprentissage automatique. Donc on voit que par exemple le métier de banquier, c'est un métier, ou peut-être enfin conseiller en banque, c'est un métier qui pourrait demain être amené à disparaître puisqu'on voit que les tâches qui sont ici couvrent tout le spectre du travail. Ce qui est intéressant avec IBM, qui a toujours un coup d'avance, c'est qu'aujourd'hui IBM propose une plateforme SaaS aux entreprises d'intelligence artificielle générative as a service. Les entreprises, pour un petit abonnement, peuvent demander sur étagère des solutions d'automatisation qu'elles vont pouvoir venir implémenter dans les tâches de leurs salariés très simplement et surtout à moindre coût. Parce que employer une entreprise n'a pas les moyens d'employer un développeur pour créer des intelligences artificielles génératives. Watson propose sur étagère des modèles qui permettront demain aux entreprises d'automatiser certaines tâches de leurs employés. Si on regarde les métiers, alors les métiers,
On a pas mal de métiers qui sont, alors on a vu le métier de banquier qui était en passe d'être automatisé. Les métiers de la création aussi, ça commence un petit peu à flipper dans le métier de la création de contenu, création d'images. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avec des logiciels comme Midjourney, on est capable de réaliser pour une somme modique, vous prenez un abonnement à Midjourney de quelques dollars par mois ou par an, vous êtes capable de réaliser grâce à un prompt. Donc le prompt, c'est cette commande-là, je vous parlais tout à l'heure de la prompt, qui est énoncée en langage naturel, je vous laisse la lire, elle est un petit peu poétique, pour obtenir une image qui n'existe pas. Et donc vous imaginez que par exemple vous êtes une société de com, de marketing, un office de tourisme par exemple, vous voulez valoriser votre territoire, au lieu de faire appel à un photographe qui va vous faire un book, qui va passer des heures à trouver le bon angle parce qu'il faut respecter le cahier des charges, avec une simple ligne comme celle-ci, vous êtes capable de créer une image pour quelques centimes qui viendra remplacer le travail fastidieux d'un photographe. Ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que contrairement aux photographes, contrairement aux journalistes un peu moins, mais en tout cas à tous les créateurs de contenu, c'est que les créateurs, justement, comme le nom l'indique, ils créent. L'intelligence artificielle, elle conçoit, c'est-à-dire qu'elle absorbe des données qui existent déjà, que ce soit du texte ou des images, et elle va recréer une image. Donc cette image-là, finalement, encore une fois, l'avantage qu'a l'être humain, c'est son empathie, c'est l'aspect sensoriel, c'est-à-dire qu'il va arriver, lui, avec ses émotions pour réaliser ces images. Les images créées par les IA, elles ne contiennent pas du tout d'émotions, elles sont factuelles, on lui demande A plus B, elle nous sort C, point final. Donc, il faut quand même garder en tête que ces images-là, on a encore quand même un petit peu de marge, nous, l'être humain. Ça pose quand même la question des droits d'auteur, cette intelligence artificielle générative, puisque, encore une fois, les IA conçoivent, donc elles aspirent des données, mais sans consentement. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes photographe, vous avez un site Internet, vous allez déposer vos photos sur Internet, vous ne consentez pas, en tout cas, on ne vous demande pas votre avis, vous fournissez gratuitement ces images à l'intelligence artificielle qui va venir les aspirer. Pareil pour un texte, vous êtes blogueur, vous êtes critique littéraire, vous êtes écrivain, ça va aspirer vos données, vos textes, sans vous demander votre avis. La transparence, parce que vous n'êtes bien entendu pas alerté lorsque vous êtes artiste, créateur, vous n'êtes pas alerté quand une intelligence artificielle aspire votre donnée, bien entendu. Et derrière, on a la question aussi de la rémunération, c'est-à-dire que comme vous ne savez pas que vos images ont été absorbées, comme vous n'avez pas consenti, finalement, vous n'êtes pas rémunéré non plus. Et donc, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure avec le digital labor, lorsque vous êtes créateur de contenu et que vous allez créer et proposer du contenu sur Internet, vous allez scier finalement la branche sur laquelle vous êtes assis, parce que vous allez permettre aux intelligences artificielles d'être meilleures que vous et donc de vous remplacer. Donc, ces questions, elles agitent quand même les pays, mais pour l'instant, les décisions qui sont prises au niveau des États vont pas dans le sens des artistes, puisque les États-Unis, l'US Copyright Office a clairement dit que les images générées par l'intelligence artificielle ne répondaient pas aux droits d'auteur classiques. C'est-à-dire que si vous créez une image par intelligence artificielle, vous ne pouvez pas réclamer la paternité de l'image, en tout cas, vous ne pouvez pas avoir de droit d'auteur dessus. Et au Japon, eux, c'est les images qui servent à l'entraînement de l'algorithme. Le Japon a décidé finalement que les droits d'auteur ne s'appliqueraient pas à ces images-là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire « cette image, elle m'appartient, elle a été utilisée par une intelligence artificielle, donc je réclame des droits d'auteur ». Donc on voit qu'on a encore pour l'instant un flou. Je pense que ça va évoluer dans le temps, mais cette question-là, elle est quand même très importante pour les créateurs de contenu. Dans l'univers du jeu vidéo, en Chine, on a aussi une petite révolution, puisque aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle pour remplacer les illustrateurs de jeux vidéo, donc ceux qui vont faire les décors ou les personnages. Et il est dit, comme vous le voyez ici, qu'aujourd'hui, on avait besoin de 10 personnes pour contribuer à un jeu vidéo et à l'illustration du jeu vidéo. Grâce à l'intelligence artificielle générative, on n'a besoin que de 2 personnes, une qui va programmer l'intelligence artificielle et une derrière qui va fignoler et qui va faire en sorte que le travail ressemble à quelque chose. Donc on voit qu'on a une vague de licenciements. Alors ce sont des freelances, donc ils ne sont pas licenciés, mais par contre ils perdent des contrats et donc on a une vague de freelance qui se retrouvent sur le carreau.
Autre, dans le milieu artistique, on voit également que même les métiers manuels finalement sont concernés, puisque on va voir une petite vidéo réalisée par les laboratoires de recherche Disney, où à la volée, l'intelligence artificielle générative est capable de vieillir un personnage à la volée, ou, on va le voir juste après, de le rajeunir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les studios Disney sont à même de ne plus faire appel aux maquilleurs et aux maquilleuses pour réaliser des maquillages sur les acteurs, pour les vieillir, pour les maquiller, pour les rajeunir. Une simple intelligence artificielle qu'on passe directement sur une vidéo, donc c'est vidéo to vidéo, hein, le modèle, permet de créer des images qui sont totalement inédites. Autre secteur d'activité qui est également concerné par l'intelligence artificielle, c'est la médecine. Là, vous avez une petite anecdote, un chien qui a été sauvé par ChatGPT. Plus intéressant, c'est l'Institut Curie qui a utilisé un modèle d'intelligence artificielle lui permettant, grâce à l'analyse de données, d'identifier l'organe qui a été le premier métastasé chez un patient qui était en fin de vie, et finalement en appliquant, grâce à cette identification, on a appliqué un traitement spécifique sur cet organe et le jeune homme a été sauvé. C'est ce qui fait dire à Jean-Emmanuel Bibeau, qui est un cancérologue futurologiste, dans un livre que on est à l'aune finalement du remplacement du médecin par des intelligences artificielles, puisque l'intelligence artificielle demain sera beaucoup plus performante que le médecin. Il faut quand même se garder des prophéties, puisque ce monsieur qui est Geoffrey Hinton, donc vous en avez entendu parler, puisqu'il y a quelques semaines, il a quitté Google parce que finalement il regrettait un petit peu tout ce qu'il avait fait autour de l'intelligence artificielle et du deep learning. En 2015, il disait que d'ici 5 ans, finalement, le métier de radiologue n'existerait plus, qu'il serait remplacé par une IA. On est en 2023. Le métier de radiologue est toujours là. Par contre, en effet, l'intelligence artificielle a permis aux radiologues d'être aidés dans le diagnostic, de se libérer de certaines tâches. Mais pour autant, le métier de radiologue n'a pas disparu. Donc encore une fois, il faut se garder des prophéties et de tout ce qu'on raconte sur l'intelligence artificielle. Par contre, une question qui est intéressante, c'est la question de la qualification. On va prendre l'exemple de 2 métiers qui sont assez intéressants. C'est le métier d'avocat et le métier d'architecte. Lorsque vous êtes jeune diplômé et que vous entrez dans un bureau d'avocat ou dans un bureau d'architecte, les 3 premières années, vous faites toutes les bases besognes. Et ces bases besognes, en fait, elles sont essentielles au métier parce que c'est lorsque vous allez les réaliser, que vous allez acquérir des connaissances et des compétences que vous allez mobiliser plus tard lorsque vous allez plaider ou lorsque vous allez travailler sur des plans d'architecture. Aujourd'hui, on voit apparaître des applications d'intelligence artificielle générative qui délestent les cabinets d'avocats et les cabinets d'architectes de toutes ces besognes-là, en les automatisant, puisque ce sont des tâches qui sont facilement automatisables. Et donc demain, la question qu'on peut se poser, c'est que tous les jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail et qui n'ont plus accès à ces compétences et à ces connaissances, quel avocat et quel architecte ils vont devenir demain? C'est une question qui est ouverte, mais c'est une question qui doit être aujourd'hui, qu'on doit garder en mémoire, parce que demain, finalement, est-ce qu'on ne va pas avoir une déqualification de tous ces emplois-là à cause de l'intelligence artificielle générative? Et enfin, pour conclure, on prend un peu de hauteur. Finalement, un monde sans travail, ou un monde en tout cas où le travail va être remodelé, quelle société va pouvoir assurer un modèle où on ne travaillerait plus, finalement, un modèle où on confierait maximum de tâches aux intelligences artificielles? Et là, ça pose la question de la théorie du déversement, celle qu'on avait vue tout à l'heure. Théorie du déversement au niveau macro, c'est-à-dire que tous les employés qui vont être impactés par un progrès technique vont être déversés dans un autre secteur d'activité. On imagine mal les pays qu'on a vus tout à l'heure, Hong Kong, la France, enfin bon, bref, tous les pays occidentaux, déverser vous et moi, c'est-à-dire les employés du secteur tertiaire, vers le secteur secondaire ou vers le secteur primaire. Alors bien sûr, à la marge, on a des cadres supérieurs qui deviennent artisans ou qui deviennent agriculteurs, mais massivement, ça ne sera pas le cas. Donc il va falloir, on est dans une impasse, c'est-à-dire que le secteur tertiaire, quand il va être disrupté,
qu'est-ce que vont faire les gens? Et donc l'idée, finalement, c'est de revaloriser le secteur quaternaire, qui est un secteur qui est très peu valorisé. C'est le secteur du monde associatif, du bénévolat. Et donc déjà, Alfred Sauvy, lorsqu'il avait parlé de sa théorie du déversement, il nous disait, et donc aujourd'hui, c'est une question qu'on peut se poser, finalement, est-ce que on revaloriserait pas les activités bénévoles, les activités associatives pour leur donner une vraie valeur, la valeur humaine, celle de l'empathie, celle de l'interaction sociale. Mais le problème qu'on a avec cette théorie-là, c'est que pour survivre, il faut de l'argent. Et pour gagner de l'argent, c'est quand on est bénévole ou qu'on travaille dans le milieu associatif, soit on gagne zéro, soit on gagne très peu. Donc il faut penser aussi aux ressources de ces travailleurs-là qui ont basculé dans un nouveau secteur d'activité. Et pour cela, la fameuse question du revenu universel revient comme très souvent sur la table, à savoir une allocation qui serait versée à tous les citoyens. Alors il y a différentes modalités, différents modèles, sous condition ou sans condition, mais qui leur permettrait à ces citoyens d'avoir une rente leur permettant derrière d'effectuer des travaux associatifs, bref, de participer au secteur quaternaire. Pour autant, donc là, c'est un débat qui est réouvert, mais qui alimente quand même les réflexions des économistes et des philosophes. Mais la question qu'il y a derrière, c'est quel modèle de société on veut. Parce que finalement, est-ce qu'on veut aller vers un modèle de société où le travail n'est plus l'alpha et l'oméga comme il est aujourd'hui, on se lève pour aller travailler. Demain, on se lèvera peut-être plus pour aller travailler, mais on se lèvera pourquoi? Donc, c'est des débats qui ont lieu aujourd'hui pour lesquels il n'existe pas de réponse. Et tout ce qu'on peut vous proposer avec Laurent Pierre et puis avec l'équipe d'Unitech, c'est de se retrouver dans 5 ans, dans 10 ans, pour voir où on en est et puis pour voir si ce seront des intelligences artificielles qui nous ont remplacés ou pas. Et je repasse la parole à Laurent Pierre. Je vais aller là-bas. Ah non, je vais aller là-bas. Je vais boire un coup. Bon, alors pour une fois, on est à l'heure, 19h30. Donc vous inquiétez pas, la conclusion va être courte. En général, pour les conclusions, on commence à chercher une image. Donc là, on a demandé à une IA de nous générer une image. Alors ok, bon, on est joueur, on a pris une vieille IA qui nous a sorti cette magnifique photo un peu de psychopathe avec 7 doigts à la main droite. Et on s'est dit que bon, allez, ça suffisait en matière de conclusion sur ce qu'on avait à dire. Juste peut-être, on a rajouté entre-temps que le passage d'une nouvelle techno, l'arrivée du web, l'arrivée des réseaux sociaux, l'arrivée de la data, à chaque fois, il y avait un dénominateur commun, c'était la production de données, notamment par les acteurs publics. On pense aux villes, on pense aux acteurs du tourisme, on pense au monde associatif, on pense aux citoyens qui ont produit des données et qui ont été récupérées par des gros acteurs. On pense aux GAFA, qui en ont fait un business model. Là, aujourd'hui, sur l'IA, on est exactement sur ce même modèle. Ça se nourrit de données qui sont générées par ces mêmes acteurs. Il faut regarder si on ne va pas aller droit dans les mêmes problématiques, mais il y a quand même à suivre, puisque là, on a parlé beaucoup de ChatGPT. Bard, l'IA de Google, va être en accès pour tous à partir de septembre. Mais pas mal de spécialistes du développement disent que ces modèles d'apprentissage, aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour que le monde du libre, le monde de la recherche, arrive à créer des modèles tout aussi pertinents que ces modèles-là. Donc il y a peut-être une réflexion à savoir sur où on va mettre nos données, auprès de qui, pour quelle valorisation. Pour finir, 2 pages de publicité. D'abord, une page de Bravo A, puisqu'en ce moment même, c'est la remise des prix du ministère de la Recherche à Paris. Et donc, la maison Unitech est fière d'accompagner 5 nouveaux lauréats. Donc, Bloom Laser, Dionymer, Lepti, Kissom, qui étaient pour certains d'entre eux également présents tout à l'heure au Startup Day. Et puis, un des grands prix, enfin le grand prix du iLab de cette année avec Éclat de Fluidix. Donc, des grands bravos à eux. Et vous pouvez les applaudir. Avec ces 5, on est un peu déçus parce qu'on aurait pu arriver cette année à 100 lauréats depuis du concours. On est à 98, donc l'année prochaine, on fêtera les 100e. Et puis, une date à marquer dans vos tablettes, le 7 décembre, le retour, comme tous les 2 ans, du forum Innovadé
rencontre entre start-up et investisseurs que l'on monte avec ADI et plein de partenaires, Nouvelle-Aquitaine Technopole, French Tech, la métropole, la région, et puis avec la partie Innovinvest dédiée au secteur de l'investissement dans le monde du vin avec nos partenaires innovants. Voilà, c'est terminé. On est quasiment à l'heure. Donc, au bout du grand couloir, il y a cocktail. Et puis, merci d'être venu encore cette année.